Donc, bonjour Quentin. Bonjour Evelyne. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour ce podcast L'éveil des consciences. Alors Quentin, tu es coach de vie, naturopathe et tu t'es spécialisé dans l'allaitement, la fécondité et donc dans l'enfant de manière générale. Alors, C'est ça. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choix? Ce qui m'a amené à faire ces choix, c'est que tout d'abord, je suis jeune papa. J'ai un bébé de 15 mois et la parentalité a vraiment transformé ma vie. Ce qui fait que pourquoi la fertilité? Déjà, je veux permettre à un maximum de couples qui souhaitent avoir des enfants de pouvoir connaître ce bonheur. Et j'ai un deuxième but qui est vraiment pour moi un peu ma mission de vie, on va dire, c'est de permettre aux générations futures d'être en bonne santé. Et j'ai eu une grosse prise de conscience en fait pendant ma formation de naturopathe et aussi en faisant des recherches sur moi-même que notre santé en fait, les fondations de notre santé se construisent avant notre naissance déjà, pendant la grossesse, s'il y a allaitement ou pas, l'allaitement joue un rôle aussi énorme, et après les 7 premières années de vie on va dire. L'hygiène de vie, l'alimentation joue un rôle aussi énorme pour après toute la santé future. Et ça s'explique parce que le système immunitaire et le système nerveux arrivent à maturité à peu près à l'âge de 6-7 ans. Donc c'est très important dans ce laps de temps-là en fait, d'avoir une hygiène de vie qui soit la plus optimale possible et la plus adaptée possible à l'enfant pour qu'il puisse se construire avec un bon carburant et qu'il ait vraiment un corps qui soit plus solide en fait, qui soit construit avec des meilleurs matériaux, on va dire, si on fait l'analogie avec une maison. On va dire que par exemple notre santé c'est une maison, l'allaitement et la grossesse et avant grossesse ça va être les fondations vraiment importantes, et après l'hygiène de vie jusqu'à 7 ans ça va être la qualité des briques quoi. Et après le toit et ce qu'on rajoute c'est du plus, c'est après, mais déjà si on a des bonnes fondations et des bons murs, on est sûr que la maison elle va tenir dans le temps et donc ce sera beaucoup plus durable en fait. D'accord. Alors par rapport à ta spécialisation, c'est vrai que je me suis renseignée un petit peu sur les chiffres de l'INSEE et ils expliquaient que depuis 2015 il y a vraiment une baisse au niveau de la fécondité, donc de la fertilité de la femme, et des problématiques liées à ça, même dans mon entourage, je pense que on en parle de plus en plus. Alors, pourquoi? Est-ce que tu sais quelles sont les raisons principales à cette chute ou à Alors, cette je baisse? ne sais pas, je ne saurais pas dire exactement c'est dû à ça. J'ai des théories qui me sont propres. Déjà, on est dans une société où on est de plus en plus stressé, mis sous pression. Il faut qu'on soit toujours au top, qu'on ait toujours du rendement, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle, familiale. Il faut être des super parents, il faut être super dans son boulot, il faut jamais faiblir, il faut toujours être au taquet à 100%. Voilà, toujours être dans la performance, et donc ça met un stress continu. Donc il y a déjà ça. Et après, deuxième chose, tout ce qui est alimentation et notamment perturbateurs endocriniens. On a de plus en plus en fait de perturbateurs, que ce soit dans notre alimentation ou dans tout ce qui est notamment produits cosmétiques. D'accord. Donc l'alimentation, ça va être tout ce qui est pesticides, fongicides utilisés en agriculture traditionnelle, entre guillemets. Et après, dans les cosmétiques, en fait, c'est tous les perturbateurs chimiques qu'on vient rajouter en plus. Et tout ça, ça fait que pour le corps, ça fait une surcharge en fait, on va dire, de produits nocifs qui perturbent la fertilité. Ensuite, pour faire un parallèle aussi avec le stress, il y a l'effet aussi du mental et l'effet de l'impatience qu'on commence à développer de plus en plus, notamment grâce et à cause des téléphones portables. En fait, maintenant on a tous notre téléphone, on a tous internet, donc si on veut quelque chose on l'a tout de suite. On est dans la rue, on a envie d'acheter quelque chose, on peut aller boum, appli Amazon, tac, on le commande, 2 jours après on l'a chez nous. Et en fait tout ça, ça fait que dans notre vie maintenant on devient impatient pour tout sans s'en rendre compte en fait. Et c'est aussi vrai pour la fertilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commencer à essayer d'avoir un enfant et ça va pas se faire tout de suite. Tout de suite ça va mettre des doutes dans la tête parce que on a l'habitude que tout arrive tout de suite, alors que la moyenne c'est à peu près c'est 1 an quoi, on va dire, 1 an d'essai pour avoir son enfant. Donc du coup tout ça fait que mis bout à bout ça a un effet très néfaste sur la fertilité. Après il y a les ondes aussi, il y a de plus en plus d'ondes, on parle maintenant de la 5G, il y a de la Wi-Fi partout,
Donc cultivons aussi la patience pour la Cultivons la patience et aussi par rapport aux écrans, plus on est exposé à des écrans et plus ça peut impacter la qualité de notre sommeil. Et qui dit sommeil impacté et de mauvaise qualité dit forcément gros impact sur la santé, pas seulement que sur la fertilité, mais ça explique aussi les problèmes de fertilité. Parce que le corps en fait, il essaye de prioriser déjà sa survie et son fonctionnement propre. Et après, le fait de favoriser la fertilité, pour le corps, en fait, ça vient après. Donc quelqu'un qui est trop stressé, qui a plein de perturbateurs endocriniens, qui a des ondes de partout, enfin voilà, qui vit dans un environnement qui n'est pas propice à la vie, on va dire, son corps, il va déjà se défendre pour survivre. Seulement après, il va favoriser la fertilité. D'accord, donc qu'est-ce que tu peux nous proposer aussi justement pour la fertilité quelles sont tes méthodes ou comment tu vas aider justement ces femmes qui viennent à toi pour ce genre de problème? Ça me rappelle que je viens d'oublier un point très très important. Alors n'hésite pas. Mais je vais le développer du coup dans la réponse de cette question-là. C'est autre chose, on est de plus en plus carencé aussi actuellement. Oui. Notamment en protéines. Actuellement, ça fait longtemps, mais c'est toujours assez houleux le débat autour de la consommation de viande ou pas, par rapport à la cause animale, etc., ce que je peux comprendre. Mais toujours est-il que notre corps, il a besoin de protéines. Et les protéines qui sont le plus accessibles, c'est dans les produits animaux. Bien sûr. Donc, de ce fait-là, si on réduit sa consommation de produits animaux, le corps n'aura pas assez de protéines pour fonctionner de façon optimale et du coup, ça va carrément impacter la fertilité. Il y a une protéine qui a été identifiée qui s'appelle la protéine Junon, qui tapisse en fait la membrane de l'ovule. Et cette protéine, elle est nécessaire à la reconnaissance du spermatozoïde, nécessaire à la rencontre, on va dire, entre spermatozoïde et ovule. Donc si une femme elle est en carence protéique et qu'elle ne peut pas synthétiser cette fameuse protéine, elle ne pourra pas avoir d'enfant en fait. D'accord. Ça c'est juste un exemple, mais après les protéines rentrent dans plein d'autres mécanismes. Après c'est vrai que par rapport à ça, ce que tu disais, c'est plus, le débat c'est aussi sur tout ce qui va être l'origine, l'élevage des animaux, etc. Mais comme tu dis, oui, ça... Après, ça joue aussi. Personnellement, pour moi, le problème, c'est pas tellement de manger de la viande ou pas, c'est l'origine de la viande. Voilà. Si on consomme des produits animaux où les bêtes, elles ont grandi en plein air, où elles ont quand même eu une belle vie, je veux dire, depuis la nuit des temps, on consomme des animaux, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les bêtes qui sont élevées dans des conditions ignobles, qui sont stressées, qui sont plus dans des fermes mais dans des usines, qui sont les uns sur les autres, qui sont stressés, etc. C'est sûr. Donc après, le fait de manger ça, c'est sûr que ça doit venir bien perturber aussi l'organisme. Il y a ça aussi. Ce facteur stress aussi qu'on peut leur donner, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ça pourrait aussi expliquer certaines choses. Bien sûr. Alors maintenant, pour répondre à la question sur dans ce cadre-là, en fait, une personne que j'accompagne pour un souci de fertilité, je vais déjà commencer par faire un bilan de santé le plus complet possible. Ok. C'est ce qu'en naturopathie on appelle l'anamnèse. En fait, c'est une série de questions où on va balayer tous les troubles de santé de la tête aux pieds. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir une image du corps de la personne et de faire des liens entre les différents troubles. Parce qu'en naturopathie, la force qu'on a, c'est qu'on appréhende les gens comme un individu, comme un tout. Donc, de façon holistique. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, mais des fois, on a des problèmes de foie, ça peut venir impacter plein d'autres parties du corps, en fait. C'est des liens qu'on fait difficilement si on n'a pas les bonnes connaissances. D'accord. Donc, déjà, un grand bilan de santé, donc l'anamnèse. Et ensuite, un énorme bilan alimentaire aussi. Donc justement pour éviter toutes ces carences, parce que là j'ai parlé de carences protéiques, mais il y a aussi les carences en oméga 3, en vitamine E, en zinc, après ça peut être encore autre chose, ça c'est les principales, mais c'est important de voir dans l'alimentation de la personne s'il y a tous les aliments en fait qui contiennent tous ces éléments-là, qui sont très importants pour la fertilité en fait. Donc après suite à ça je peux conseiller aussi des compléments alimentaires, pour dire de booster un peu la personne. Complément alimentaire, il faut voir ça un peu comme une béquille en fait, pour aider quelqu'un à marcher. Donc c'est quelque chose qu'on donne de façon temporaire.
Mais le but du naturopathe, c'est pas de donner des compléments alimentaires, c'est vraiment d'aider la personne à être autonome dans son hygiène de vie et à savoir se gérer, à savoir par son alimentation combler toutes les carences potentielles. En fait. D'accord. Oui, bien sûr, c'est pas tomber dans la dépendance de prendre aussi tout le temps des compléments alimentaires, mais toi tu donnes les bonnes bases en fait à la personne pour qu'elle s'en sorte et pour qu'elle évolue. Voilà, moi mon but c'est pas qu'une personne soit obligée de venir me voir tout le temps pendant des années. C'est d'accompagner une personne pendant un certain temps de sa vie et qu'après elle soit autonome et qu'elle puisse vivre la vie qu'elle souhaite avec ce que je lui aurais apporté. Quoi. Donc il y a la partie santé physique, alimentation, et il y a aussi toute une partie mentale, puisque comme tu le disais en introduction, je suis aussi coach de vie. Et je suis coach spécialisé en neurosciences en fait. D'accord. Donc, ça consiste en quoi? En fait, ça va être, pour moi, vraiment la naturopathie, c'est la partie plus physique. Et il faut bien avoir conscience qu'il y a un lien très fort entre le mental et le corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure hygiène alimentaire du monde. Si au niveau du mental, on est stressé, on n'arrive pas à gérer ses émotions, on a des croyances limitantes à fond la caisse, qu'on n'a vraiment pas un mental qui est correct, on va dire, entre guillemets, du coup, le corps, ça va impacter le corps et on aura une mauvaise santé, exactement comme si on mangeait que du fast-food et qu'une alimentation qui n'est pas bonne, en fait. D'accord, donc quand tu parles des mécanismes du mental, ça veut dire les pensées... En fait, nos pensées impactent directement le corps de plusieurs façons différentes. Il y a des liens nerveux, il y a des liens hormonaux, il y a des liens énergétiques. Donc ça dépend, en fait, on va travailler avec la personne. Donc dans le cas de la fertilité, ça va être surtout travailler notamment sur la gestion des émotions, sur le stress aussi, beaucoup, pour essayer de détendre la personne, de lui faire prendre du recul par rapport à certaines choses de sa vie, pour qu'elle ait des moments où son mental il se calme petit à petit et qu'elle arrive du coup à avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire et avoir des pensées, des pensées correctes, on va dire. Et avoir une bonne hygiène mentale, ce qui fait qu'en conjuguant les deux, forcément on va optimiser le fait qu'elle sera beaucoup plus fertile et ce sera beaucoup plus facile d'avoir des enfants. En fait. D'accord, donc tout est lié. Tout est lié, voilà. En fait, le coaching et la naturopathie, c'est imbriqué. Les deux sont liés l'un à l'autre. Intéressant. Alors, et par rapport à l'allaitement, donc maintenant j'aimerais bien revenir un petit peu sur ta spécialisation. Alors, quels sont les bienfaits peut-être sur les enfants en général, parce qu'on n'en parle pas trop en France. C'est encore un peu tabou quand même comme sujet. On n'en parle pas trop et on devrait en parler parce que c'est un sujet qui est vraiment énorme. Là, je vais cibler parce que c'est un sujet qui me passionne et je peux en parler très longtemps. C'est toute la journée ici. Mais je vais quand même essayer de cibler quelques points importants. Déjà, le premier point, tout à l'heure, je parlais de système nerveux et de système immunitaire qui devient mature à l'âge de 6-7 ans. Le système immunitaire, il commence à faire une ébauche chez le bébé à l'âge de 6 mois. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 6 mois, le bébé partage le système immunitaire de sa mère. Et il le partage via le lait, en fait. Parce que la maman, au niveau de son mamelon, elle a des récepteurs. Et quand le bébé tète, ces récepteurs viennent entre guillemets lire la salive du bébé et voir s'il y a des agents pathogènes dans la salive. Et le corps de la maman va fabriquer les anticorps pour protéger le bébé. Donc la nature est bien faite. La nature est très bien faite et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc ça c'est un premier point pour l'immunité. Ensuite, toujours pour rester sur l'immunité, notre barrière immunitaire numéro 1 c'est la flore intestinale. Donc c'est les bactéries qu'on a dans les intestins. Et il faut savoir que ces bactéries, chez un enfant qui est allaité, ça va être un certain type de bactéries. Chez un enfant qui n'est pas allaité, ça va ressembler beaucoup plus à une flore d'adulte. Et les bactéries ne seront pas les mêmes en fait. Donc l'allaitement favorise l'implantation d'une flore bénéfique qui va permettre en fait de protéger l'enfant déjà pendant son enfance. Et en plus si l'allaitement est... là je parlais de 6 mois, donc les 6 mois c'est vraiment le minimum. L'OMS conseille 6 mois d'allaitement exclusif et après jusqu'à 2 ans alterné à l'alimentation. Et en fait, plus un enfant sera allaité longtemps et plus sa flore bactérienne sera riche en bonnes bactéries.
Et ça, les bactéries qu'on acquiert comme ça tout de suite après la naissance avec l'allaitement, c'est des bactéries qui vont plus être délogées en fait après. Donc ils vont vraiment nous protéger pendant toute notre vie. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure je disais vraiment l'allaitement ça fait partie des fondations de la santé parce que c'est ce qui va nous donner notre bonne flore bactérienne. D'accord, donc c'est un peu se constituer déjà d'avance un capital santé pour sa vie, donc c'est très important. C'est très important. Ouais. Donc il y a ce point-là. Et après, un autre point aussi, dans le lait maternel, il y a ce qu'on appelle les oligosaccharides. Okay. C'est 50 sucres différents qu'il n'y a pas dans le lait de vache. Dans le lait de vache, il n'y a que du lactose. Ouais. Et ces 50 sucres sont très importants, notamment pour favoriser cette bonne flore bactérienne et pour le développement nerveux et cérébral aussi. D'accord. Après, il y a énormément de fer et d'oméga 3 qui sont biodisponibles et très assimilables, à peu près à la hauteur de 70%. Oh. Pareil, très important pour le développement du système nerveux et du système cérébral. Ensuite, le lait s'adapte en fonction. Déjà au cours d'une tétée, il est d'abord très sucré puis très gras, et après le lait va s'adapter en fonction de la saison. En été, il sera plus hydratant, en hiver, il sera plus dense, il sera plus gras. Oui. Après, il s'adapte aussi en fonction des besoins du bébé. Enfin, le lait s'adapte vraiment très rapidement et naturellement en fonction des besoins du bébé. Et il y a quelque chose qui est vraiment très fort, c'est que par exemple, il y a des moments où le bébé va vouloir téter toute la journée. Et la maman peut penser qu'elle n'a plus assez de lait, mais en fait non, c'est parce que le bébé, le fait qu'il tète comme ça en continu, il envoie un signal au corps que la composition du lait doit changer. Okay. Donc en fait, comme ça, le corps de la maman sait qu'il y a une étape de changement, on va dire, et que le lait doit évoluer et devenir plus... La composition doit devenir différente en fait. Et alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour les femmes qui allaitent ? Pour les femmes qui allaitent. Quelle méthode, quel accompagnement donc, tu peux proposer ? Je propose, comme pour la fertilité, un bilan de santé et un bilan alimentaire. Oui. Où là, l'alimentation, je vais surtout insister sur, par exemple, les protéines et les oméga 3 parce que c'est très important pour l'allaitement. Je ne vais pas aller forcément aussi loin. Oui. Si j'ai le temps, j'y vais, mais sinon, je ne vais pas aller forcément aussi loin que pour la fertilité. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a une part qui est très importante dans l'allaitement, c'est justement le mental. C'est-à-dire qu'une maman, elle peut avoir la meilleure alimentation, elle peut être le plus proche possible de son bébé qui va faire que ça va stimuler sa lactation. Enfin, vraiment avoir les conditions réunies extérieures idéales pour un bon démarrage d'allaitement, mais que ça ne se fasse pas. Okay. Il suffit juste que dans son mental, en fait, si toutes les conditions sont réunies mais que la maman elle n'a pas confiance en elle, elle a des doutes, elle a peur, elle stresse parce qu'elle sent qu'elle ne va pas y arriver, en fait il y a un jeu hormonal qui se fait, elle va sécréter des hormones de stress et ces hormones de stress vont complètement vont fortement impacter les hormones de l'allaitement. Donc pour une femme allaitante, je partirais surtout sur du coaching, sur la force du mental. Donner des techniques de relaxation aussi et vraiment des techniques pour lui donner confiance et pour qu'elle soit vraiment convaincue qu'elle peut allaiter, qu'elle peut allaiter longtemps, qu'elle aura du lait, que tout va bien se passer. Ça c'est très important surtout dans les 4 à 6 premières semaines parce que pendant ce laps de temps là en fait la maman elle a pas son lait se produit de plus en plus au fur et à mesure. Et c'est seulement à partir de 4 à 6 semaines que la production elle est vraiment optimale, quoi. Donc quand une maman elle arrive à ce moment-là, c'est bon, quoi. Elle est sûre que ça roule et elle peut partir sur des mois, quoi. Mais pendant ce laps de temps-là, il y a tous ces petits phénomènes de doute, etc. qui peuvent jouer. Et en fait ça amène beaucoup d'allaitements à être arrêtés et à être compliqués parce que il y a des conseillers en lactation, il y a des médecins qui travaillent sur l'allaitement, mais ils ne vont jamais aller chercher aussi loin dans la part du mental en fait. Alors que c'est vraiment très très important. D'accord. Donc voilà, si jamais il y a des femmes qui allaitent, ça peut être intéressant aussi comme tu disais, de travailler sur toute cette partie mentale pour pouvoir décortiquer un peu tout ça, parce que c'est vrai que des fois, quand on s'écoute, on ne se rend pas compte, mais au final, une pensée, c'est une énergie émise. Et une énergie émise, ça impacte aussi notre vibration corporelle. Et c'est fou comment c'est intéressant aussi de pouvoir contrôler. On se rend compte que c'est une psychosomatisation. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
C'est un peu ça en fait. Non, c'est un peu ça. Enfin, c'est vraiment ce que j'expliquais sur le principe des hormones. ouais. C'est que pour favoriser les hormones de l'allaitement, Oui. il faut qu'il y ait un contact assez proche avec le bébé. La succion fait que ça va solliciter les bonnes hormones. Ouais. On peut faire du cododo, la maman peut faire du portage. Plus elle aura une proximité avec son bébé souvent dans la journée, et plus les hormones de l'allaitement seront favorisées. Mais il suffit qu'elle ait trop de doutes, de stress, de manque de confiance pour sécréter du cortisol par exemple. Oui. Et le cortisol va venir contrer en fait les hormones de l'allaitement. D'accord. Wow. Donc j'ai observé ça personnellement, j'ai observé ça avec mon épouse. Oui. À l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait, et pour finir ma formation de naturopathe, en fait, j'ai fait un mémoire sur le sujet, et je suis vraiment allé creuser le pourquoi, justement au niveau hormonal, pour vraiment comprendre ce qui s'était passé. D'accord. Alors, au niveau de l'enfant, donc quelles sont tes méthodes pour améliorer la santé de l'enfant? Alors, au niveau de l'enfant, ça va être déjà sensibiliser les parents à une bonne hygiène alimentaire de l'enfant, et travailler aussi en coaching avec les parents, parce que le problème c'est qu'actuellement, je prends l'exemple, on dit les enfants sont tout le temps malades, mais tout ça c'est un peu une croyance collective finalement. Un enfant il n'a pas à être tout le temps malade, c'est pas normal. Je veux dire, un enfant il est entre guillemets, il est tout neuf. Ouais, donc il est en bonne santé normalement. Il a de la pêche, il a de la vitalité. La preuve c'est qu'un enfant quand il est malade, il est capable de faire des pics de fièvre, de cracher des trucs. Son corps il a encore une bonne vitalité, et il est encore capable de sortir ce qui est à sortir. Mais le truc c'est que si son corps a besoin de sortir autant de choses, c'est qu'il y a des déchets qui rentrent. Il y a des choses qui sont pas correctes qui rentrent, quoi. Ou je pense notamment à l'alimentation. Mais le problème c'est que actuellement, l'alimentation des enfants, c'est un peu une bataille au niveau, par rapport au lobby de l'industrie laitière, par exemple. Après, tous les produits qu'on vend en supermarché, qui font des grands renforts de pub, et forcément, les enfants, ils se dirigent aussi vers ces produits-là. C'est ça, on est attiré par... c'est ça, en fait, les enfants, c'est vraiment un gros enjeu au niveau de l'alimentation. Donc déjà, bien sensibiliser les parents, et éventuellement proposer un coaching parental, en fait. Pour déjà détricoter un peu toutes ces croyances qui sont fausses, et pouvoir permettre aux parents d'adapter leur hygiène de vie à eux, et d'adapter un peu leur rythme de vie, et voir comment ils pourraient faire pour pouvoir adapter une bonne hygiène de vie pour leur enfant. Donc ça c'est déjà un premier point. Et un deuxième point, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller directement dans les écoles et pouvoir directement sensibiliser les enfants à une bonne alimentation, et à un peu le fonctionnement du corps, mais de façon imagée, en racontant des histoires, des choses comme ça. Comme par exemple le sujet du grignotage, c'est un sujet, on dit toujours il faut pas grignoter, c'est pas bon pour la santé, mais la phrase s'arrête là. Alors que le grignotage, ça a des tas d'effets néfastes dans le corps, notamment au niveau immunitaire. Mais ça, en fait, on n'en parle jamais, parce que il faut que les enfants ils aient tout le temps un truc à manger sur eux, une collation, un gâteau, un machin. Même grignoter des fruits, c'est pas bon en fait. Mais tout ça, il faut le communiquer aux gens, il faut leur apprendre, il faut leur expliquer surtout pourquoi. Parce que tu vas voir un enfant, tu vas lui dire grignoter c'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien? Mais le pourquoi. C'est encore dur à décrocher le pourquoi. T'es là pour justement nous ouvrir les yeux. Et donc justement, je pense que le fait de, rien que sur ce sujet du grignotage, va raconter un peu une histoire de la digestion dans le corps, des différents organes. Ça pourrait être super. Que les organes, ils travaillent comme nous, il y a des moments on est actifs, mais il y a des moments ils ont besoin de se reposer aussi. Et le fait de grignoter, ils n'ont pas le temps de se reposer, donc c'est un petit peu comme si nous on dormait pas et on faisait tout le temps du sport. À un moment, le corps il est fatigué. On est KO, quoi. Donc forcément le corps il appelle à l'aide des éléments extérieurs, donc des virus et des bactéries, pour l'aider à nettoyer, et c'est là que les enfants sont malades. D'accord. Voilà, plein de choses intéressantes à découvrir en tout cas. Et j'allais te demander au fait pour tes consultations. Comment se déroule? Alors là, c'est vrai que tu es partie sur plusieurs spécialisations, donc certainement que c'est changeant, mais comment tu t'organises pour une consultation?
Alors, ça dépend. Combien de temps ça dure? Une consultation, ça dure à peu près 1h30. Oui. Et après, ça va dépendre en fait de la personne. Oui. Moi, j'aime bien commencer avec de la naturopathie et un peu de coaching pour déjà mettre au clair tout ce qui est l'état de santé et l'hygiène alimentaire. Oui. Et après, commencer à greffer un peu de coaching pour, par exemple, faire prendre conscience une personne de son problème, parce qu'il y a une personne qui va se dire tiens, oui, je viens voir parce que j'ai tel problème, mais est-ce qu'elle se rend compte que si elle reste dans sa situation, dans le futur, ce qui va se passer, de quelle autre possibilité elle aurait si elle arrive à changer son hygiène de vie. Donc ça peut être des choses à faire. Après, ça peut être de faire verbaliser des actions à la personne pour pouvoir changer et puis l'aider à organiser en fait son organisation de vie, on va dire, pour mettre en place les bonnes actions. Le coaching, en fait, le problème du coaching, c'est que ça se vit plus que ça s'explique. Ok, je comprends bien. Ça dépend du tas Donc là, je te parlais d'une consultation d'1h30. Après, ce que j'ai commencé à faire pour vraiment prendre le temps d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, c'est que je propose des séances offertes de 30 minutes. D'accord. Où je commence à donner quelques conseils au niveau de l'hygiène de vie et de l'alimentation. Et je parle beaucoup de tout cet accompagnement que je peux faire en coaching. Parce que là, par exemple, je te parle de croyances. Oui. On va parler comme ça aux gens 2 secondes de croyances, ils ne vont pas forcément se rendre compte en fait de l'impact d'une croyance dans notre vie. Alors que l'impact, il est vraiment énorme. Et prendre le temps justement avec une personne d'expliquer ça, d'expliquer pourquoi, comme un enfant. Comme un enfant. Voilà, je parle des croyances. Après, je parlais de la gestion des émotions. Là, c'est pareil. Les gens ils vont se dire ouais, mais comment tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Là, le fait de prendre le temps d'expliquer un peu les outils que j'utilise pour améliorer sa gestion des émotions, tout ça permet aussi peut-être de rassurer la personne. Oui. Et en plus, ça me permet de gagner du temps quand la personne revient me voir en vraie consultation, où là, je rentre directement dans le vif du sujet, j'ai déjà fait toute l'explication préalable, on va dire, et là, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant. Bien sûr. Et du coup, on optimise le temps de la consultation. Et où se passent tes consultations? Alors pour l'instant, j'ai pas encore vraiment de lieu fixe. Sur la métropole lilloise, je pense travailler avec le centre L'Idéal. Je vais travailler avec le centre L'Idéal plutôt, qui se trouve à Marquette. Après, j'ai d'autres possibilités pour peut-être louer un local. Après, pour les gens qui sont ailleurs en France, je procède via Skype. Ça marche très bien. Ou sinon, je peux me déplacer aussi à domicile ou dans un lieu neutre aussi, ça peut être... Ça peut être possible. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Peut-être sur les réseaux ou tu as peut-être un endroit où... je suis présent sur YouTube et Facebook. Et Instagram aussi. Ah, voilà. Donc voilà, sur YouTube, j'ai fait 2 séries notamment de vidéos, une sur l'allaitement et une sur la fertilité, qui sont, je pense, assez complètes et qui apportent déjà pas mal d'astuces et de solutions. Et là actuellement je suis en train de traiter le sujet des enfants et notamment je parlais des écrans tout à l'heure, de l'impact des écrans sur les enfants, parce que les impacts ils sont vraiment énormes. Au début j'ai pu assister entre guillemets au développement d'un enfant sous écran et j'ai constaté en fait des retards de développement, des retards dans le langage, même dans la motricité. Sur la concentration. Donc ça m'a beaucoup impacté d'ailleurs et et donc j'ai vraiment envie de chercher le pourquoi et d'aller chercher des informations là-dessus. Là j'ai commencé un bouquin d'ailleurs qui est très très intéressant, pas forcément accessible à tout le monde parce que l'auteur a un certain style d'écriture, mais il met un parallèle entre les écrans et l'obésité, le développement du langage, les comportements aussi, tout ce qui est comportement agressif. Après, ça va être tout ce qui est le trouble du sommeil, j'en parlais tout à l'heure. Et après, tout ce qui va être addiction, entre guillemets, à certaines façons de penser, certaines marques. Je parlais d'alimentation aussi. Et c'est quoi le titre du bouquin? C'est TV Lobotomie. Si jamais vous voulez vous y intéresser. Très évocateur. Et l'auteur est assez incisif dans ses propos. Mais au moins il dit les choses. Il mâche pas ses mots et il dit les choses. C'est très intéressant.
Bah, et d'ailleurs, par rapport au coaching parental, je pense aussi pas mal insister sur ce point-là. Ouais. Parce que je pense que l'impact pour la santé de l'enfant, il est aussi très important. Parce que de notre génération, nous, on avait juste la télé à la maison. Ouais. Donc quand on sortait, il n'y avait pas d'écran, quoi. C'était... c'est ça, ouais. On avait quand même des pauses. Ouais, maintenant, sûr, avec les portables, avec les tablettes, avec on n'a pas le temps d'être en tous repos, les écrans en fait, publicitaires, même dans les supermarchés, maintenant ils te mettent des écrans de partout. Donc on est constamment stimulé, voilà, on n'est même plus maître. N'hésitez pas, comme on le disait, n'hésitez pas à vous abonner donc, à l'éveil des consciences. Oui, l'éveil des consciences. Et donc à ma chaîne YouTube où vous retrouverez énormément d'informations, d'astuces, notamment sur sur la fertilité, l'allaitement et très bientôt sur la santé de l'enfant. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt.